Système et compagnie, le podcast qui vous accompagne à piloter votre business en ligne. Je suis votre hôte, Sonia Laurent-Bourg, et ma mission est d'accompagner les web entrepreneurs à changer sereinement d'échelle de business. Je vous invite à découvrir des concepts, astuces, conseils qui vous permettront de mettre en place les systèmes et les structures dont un business en ligne a besoin pour grandir. Let's go pour un nouvel épisode. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Système et compagnie. J'espère que vous allez bien. Je vous accueille dans ce 8e épisode et aujourd'hui c'est un format un petit peu particulier parce que il ne s'agit pas d'une interview ni d'un épisode solo. Cette fois, j'ai deux invités au micro et on est parti sur un format un petit peu table ronde. Et j'avais envie de vous proposer ce format parce que j'ai vraiment reçu deux actrices de la thématique en fait, du marché, de la thématique de l'assistanat et du business management. Et au lieu de les interroger l'une après l'autre, j'avais vraiment envie qu'on passe un moment toutes les trois à discuter. C'est des personnes avec qui je papote déjà en off, on va dire, et avec qui on partage beaucoup de points de vue, et à chaque fois que j'échange avec elles, soit sur Instagram ou sur un canal Slack ou quelque chose comme ça, je trouve toujours nos discussions absolument passionnantes, et donc du coup j'ai voulu les mettre un petit peu au jour, et c'est pour ça que je vous ai proposé ce petit format aujourd'hui. J'ai donc invité Marion Chassaigne, qui est formatrice auprès des assistants et assistantes, et Amélie Martineau, qui est, elle, formatrice pour les business managers. Vous allez voir, notre discussion a été absolument richissime. En tout cas, j'espère qu'elle vous inspirera beaucoup, qu'elle vous apportera des réponses peut-être et aussi des axes de réflexion pour professionnaliser votre entreprise. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à très vite. Hello les filles, je suis absolument ravie de vous accueillir sur le podcast aujourd'hui. Alors, j'ai à mes côtés Marion Chassaigne et Amélie Martineau, qui sont de véritables actrices du marché de l'assistanat, du business management et plus généralement de la professionnalisation de l'entrepreneuriat en ligne. Salut les filles, bienvenue par ici, comment vous allez ? Bonjour Sonia. Hello Amélie, hello Sonia. Ça va bien ? Super, très bien, merci. Très bien. Alors, chaque jour, vous et moi, on rencontre des protagonistes du marché, c'est-à-dire des assistantes, des business managers, des entrepreneurs qui cherchent à recruter, à déléguer des tâches dans leur entreprise. Et finalement, on a plein de choses à partager sur le sujet et je me suis dit que ça serait vachement bien, plutôt que de vous interviewer chacune de votre côté pour parler d'assistanat et de business management, je me suis dit rencontrons-nous toutes les trois et échangeons simplement en fait autour de tous ces sujets absolument passionnants. Est-ce que vous êtes prêtes à relever le défi ? Prête. Parfait. Alors, avant toute chose, petite présentation, parce que là, je vous ai présenté ultra sommairement Marion et Amélie. Mais qui sont Marion et Amélie ? Ce sont des actrices, mais que font-elles en tant qu'actrices du marché ? Marion, est-ce que tu veux commencer par te présenter, nous dire ce que tu fais ? Bien sûr. Donc moi c'est Marion et je suis formatrice pour les assistantes virtuelles depuis un petit peu plus d'1 an et demi. Donc je vais former les assistantes qui ont déjà les compétences et l'expertise métier, mais avant tout investies et passionnées de leur travail, à vivre à 100% de leur activité auprès de clients et d'entrepreneurs en ligne. Pas les entrepreneurs physiques, mais les entrepreneurs en ligne. Et donc, je leur donne toutes les bases entrepreneuriales pour qu'elles puissent se lancer dans leur activité d'assistante. Et donc, poser les fondamentaux, prospecter, fidéliser, s'organiser aussi dans leur quotidien. Voilà. Trop bien. Merci pour cette présentation. Donc, Marion, formatrice d'assistants, assistantes en ligne. Amélie, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je suis ce que j'appelle, moi, duopreneur. Donc, duopreneur, c'est chez moi un mix de online business manager, intégrateur, directeur des opérations, gestionnaire d'entreprise en ligne, peu importe le terme qu'on va mettre derrière ça, un peu de chef de projet aussi, beaucoup de chefs de projet. Et je suis formatrice de duopreneur, essentiellement d'online business manager. C'est le terme qui est un peu plus répandu en ce moment sur le business online.
Je suis online business manager depuis tout début 2018 et j'ai créé Duopreneur Academy qui forme des online business managers depuis 1 an. Et aujourd'hui, il y a une vingtaine de personnes qui sont là pour se former à ce métier-là. Donc, c'est essentiellement des assistantes virtuelles expérimentées. C'est aussi des salariés qui sont en recherche d'une nouvelle activité, leur offrant beaucoup plus d'indépendance, de liberté, de flexibilité, mais qui sont pas non plus prêts à lâcher ce côté intellectuel et surtout la rémunération qu'ils ont actuellement dans leur vie salariale. Et puis aussi, ça peut être des coachs qui ont envie d'avoir une dimension un peu plus business dans leur activité, ou d'autres freelances qui sont ultra spécialisés, donc par exemple des copywriters, des storytellers, des funnel builders qui ont envie d'avoir une dimension aussi un peu plus business dans leur activité pour avoir pour proposer un accompagnement business plus global à leurs clients. Trop bien, merci pour cette présentation. Donc Amélie, ça va être le côté online business manager, en tout cas c'est ta spécialité. Et du coup, pour petit rappel, moi de mon côté, j'accompagne les entrepreneurs en croissance justement à structurer leur entreprise. Et donc dans structurer son entreprise, il y a déléguer. Et on délègue généralement quand on est entrepreneur en ligne, on va déléguer en priorité aux assistants et aux business managers. Et donc ça va être génial parce qu'on va pouvoir échanger à ce sujet, qui c'est qu'on recrute en premier, et cetera, et cetera. Donc là, on vous propose dans cet épisode vraiment un 360 parce qu'on a entre guillemets les 3 spécialistes, assistana, entrepreneur en croissance et business manager. Voilà pour la petite présentation. Je vous propose les filles de rentrer dans le cœur du sujet. J'ai prévu plusieurs petites thématiques que je vous propose d'aborder, certaines sous forme de questions, d'autres simplement sous forme de thématiques. Normalement, je ne vous ai pas encore partagé spécifiquement les sujets, donc on va les découvrir ensemble. Le premier sujet, justement, tu en as parlé un petit peu, Amélie, que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est les différentes définitions. Sujet épineux, on en parlait un petit peu en off tout à l'heure. Assistante, OBM, bras droit, intégrateur, on entend tout, on entend son contraire. On voit des assistantes qui se disent OBM, des OBM qui se disent assistantes. Bref, c'est un peu le fouillis. Est-ce que vous avez un avis sur la question? Est-ce que vous pouvez un peu me partager votre vision de toutes ces définitions et qu'on essaye peut-être aujourd'hui toutes les 3 de remettre les points sur les i et chaque chose à sa place. Amélie, est-ce que tu as envie de commencer? Alors oui, hein, il y a vraiment énormément de pédagogie à faire sur ce marché-là, tout simplement parce que le marché, il est encore très jeune en France et en francophonie d'une manière générale. Et autant le métier d'assistante virtuelle ou d'assistante coach, il y a plusieurs terminologies pour les appeler, mais Marion saura certainement mieux que moi les citer. Autant la profession d'assistante virtuelle commence à être plus connue, à beaucoup se professionnaliser, à être beaucoup sollicité par les entrepreneurs du web, autant la profession d'online business manager est encore très peu connue. Donc, elle est déjà très connue aux États-Unis parce qu'effectivement, le marché est beaucoup plus mature. Il y a beaucoup de littérature sur ce métier-là aux États-Unis et encore très peu en francophonie. J'ai envie de dire que moi, en tant qu'online business manager, je peux pas faire mon métier si j'ai pas d'assistante ou d'assistant virtuel dans l'équipe. C'est impossible. Heureusement qu'il y a des assistants virtuels pour que moi, je puisse faire mon métier. Heureusement qu'il y a d'autres freelances et d'autres prestataires de services dans ce marché-là du business en ligne pour que je puisse faire mon métier. Donc, en tant qu'online business manager, je vais arriver à un degré. En fait, je vais intervenir sur un niveau de management. C'est-à-dire que je vais être plus dans l'accompagnement, la gestion, le management et pas dans l'implémentation. Je vais vraiment être à cette croisée qu'il y a entre la stratégie et l'implémentation. Donc la stratégie, ça va être plutôt le travail de mon client, effectivement. Quelquefois, je vais être son partenaire stratégique et je vais l'aider à faire du tri dans tout ça et à l'aider à aller plus loin dans son business.
Mais je suis surtout voilà, à ce croisement entre la stratégie et l'implémentation. Et l'implémentation, ce sera fait par des personnes dans l'équipe dont ce sera la spécialité. Donc moi, je vais intervenir plutôt en gestion de projet, en gestion des opérations, donc c'est gestion des systèmes, gestion des équipes, en gestion des métriques, parce que c'est aussi important d'avoir une vue financière sur l'activité de mon client, et structuration, ça c'est plutôt les opérations, c'est l'essentiel de mon métier. Trop bien. Merci Amélie pour cette précision. Déjà là, on a une bonne définition OBM, tu vois. C'est déjà plus clair. Donc, en plus, ce qu'on entend, c'est que l'OBM travaille en lien direct avec l'assistant. Et donc, c'est peut-être compliqué, on en parlera après, de recruter un OBM si on n'a pas déjà d'assistant. Marion, je veux bien ton avis sur tout ça, sur tout ce qu'on entend, assistant, OBM, bras droit. Comment tu vois un petit peu, toi, les choses? Alors moi, je rejoins totalement Amélie sur ce qu'elle vient de dire, et je vais plutôt faire une continuité du coup. Yes. Pour moi, les assistants virtuels et les assistantes virtuelles, ça va être tout le côté opérationnel et les petites mains du coup des business managers. On va venir aider à implémenter tout ce que le business manager aura travaillé en amont avec du coup l'entrepreneur. On va être ces petites mains là qui vont faire que le projet va aboutir. Donc tout ce que Amélie aura par exemple réfléchi, travaillé, concocté pour le business de l'entrepreneur pour qu'il atteigne ses objectifs. Ensuite, elle va le dispatcher dans des tâches que les assistants ou d'autres profils, mais là on va se concentrer sur l'assistana. L'assistante va venir du coup sur ces tâches opérationnelles pour l'aider dans l'atteinte des objectifs. Donc vraiment plus le côté opérationnel. Et pour répondre aussi à ce que tu disais tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui il y a une dérive entre assistante et OBM, dans le sens où Amélie elle disait les OBM c'est pas très connu. Alors je suis entièrement d'accord sur le fait que c'est moins connu que les assistantes parce que ça commence à venir sur le marché. C'est peut-être moins connu des entrepreneurs. Par contre, je trouve que c'est très bien connu des assistantes et c'est pas pour rien que certaines assistantes, pour plus vendre ou du moins justifier un tarif qui est plus élevé, vont se dire business manager alors qu'elles ne le sont pas vraiment sur le papier puisqu'elles ne font pas ce dont Amélie parlait tout à l'heure. Donc sur l'aspect commercial, elles vont se dire business manager pour justifier une augmentation de tarif et parce que ça fait mieux sur le papier. Mais je dirais que c'est plus l'assistante qui sait mieux ce que c'est qu'un OBM plutôt que l'entrepreneur qui ne sait pas, soit qui connaît pas, qui n'a jamais entendu parler, soit qui ne connaît pas les missions. Carrément, c'est très vrai. Et alors, en fait, j'ai envie de rebondir aussi parce que il y a ce que tu dis, c'est-à-dire que l'assistante sait très bien ce que c'est qu'un OBM et donc, même si elle n'a pas encore complètement les compétences de l'OBM, elle va valoriser son profil Instagram ou LinkedIn en se disant OBM. Et c'est dommage, c'est le problème qu'on a aujourd'hui, un des problèmes qu'on a sur le marché, c'est qu'il y a des personnes qui se valorisent OBM et qui ne le sont pas. Et inversement, d'ailleurs, on a des personnes qui se disent assistantes mais qui font un vrai travail d'OBM déjà. Et pour autant, je trouve qu'il y a aussi des personnes, vous allez me dire ce que vous en pensez, qui sont assistantes, pas complètement en BM, parce qu'il y a une vraie continuité quand même entre les deux, et qui font déjà plus que le boulot de l'assistante, mais qui font pas complètement le boulot du business manager. Et ça, je pense que toi, tu dois pas mal le traiter. Et Amélie, je pense que tu prends aussi en charge dans tes formations des personnes qui en sont typiquement à ce moment-là. Où finalement, on ne sait pas comment se définir en fait. Donc, on se dit un peu OBM, un peu assistante, etc. Et finalement, il y a ce terme de bras droit qui parfois vient mettre un peu résoudre la question. Donc, les personnes se disent bras droit, c'est un peu un mot fourre-tout. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je veux bien votre avis du coup sur le terme bras droit. Qu'est-ce qu'il évoque chez vous? Est-ce que c'est ce fameux entre-deux? Est-ce que c'est toute autre chose? Comment vous l'interprétez, vous? Alors moi, j'ai beaucoup de mal avec le mot bras droit. C'est un terme que je n'utilise pas. Et pour autant, je sais que certains de mes clients pour lesquels j'ai des missions d'OBM utilisent le mot bras droit pour parler de moi. Donc effectivement, c'est un terme qui est très générique, qui est très fourre-tout. Et quand moi j'ai démarré mon activité, donc j'ai commencé en 2017,
J'ai été rapidement assistante virtuelle, puis j'ai évolué sur des missions d'online business manager et j'étais ce dont tu parles effectivement, Sonia, qui s'appelle une OBM déguisée. C'est-à-dire que j'avais déjà des missions d'OBM, essentiellement de la gestion de projet et un peu de structuration dans le terme de systématisation plutôt dans les process, mais j'avais pas connaissance de ce métier-là et je n'avais pas connaissance non plus des périmètres de ce métier-là. Et c'est en discutant avec d'autres assistantes virtuelles expérimentées américaines que j'ai connu ce métier-là et que j'ai compris qu'il y avait une catégorie d'assistantes qui s'appelait des disguised OBM, en anglais des OBM déguisés, et qui ne savaient pas. Donc en fait, en toute transparence, elles faisaient le métier qu'elles pensaient être celui d'assistante et leurs clients aussi avaient complètement l'impression que c'était le métier standard d'assistante parce qu'ils avaient souvent pas connu une assistante qui faisait pas aussi de la gestion de projet ou qui prenait pas qui était pas proactive, qui proposait pas de mettre en place des systèmes, des process, etc. Et il y a tout un travail d'éducation. Donc, il y a un travail d'éducation des assistantes, il y a un travail aussi d'éducation des clients qui ne savent pas, en fait. Donc, eux, ils cherchent un bras droit, mais ils se posent pas vraiment la question de ce qu'il y a derrière le bras droit. C'est juste parce que pour eux, c'est plus facile de demander un bras droit sans vraiment avoir un périmètre très défini de ce que ça représente. Et c'est d'ailleurs pour ça que, comme le terme online business manager, moi, il me convenait moyen parce que c'était un terme américain et que je voulais intervenir sur le marché francophone, même si j'habitais aussi aux États-Unis. Ça correspondait pas tout à fait à ce que je voulais. Le terme d'intégrateur, qui est très répandu aussi aux États-Unis, mais qui a utilisé avec parcimonie parce que c'est un terme déposé. Donc, si on n'a pas été formé à la méthode intégrateur, on n'a pas le droit d'utiliser. En français, il est très connecté informatique, développeur informatique, dans tout l'informatique, et du coup, il est pas très connu. Il commence à être connu et généralisé depuis quelques mois seulement en France parce qu'on parle beaucoup du duo intégrateur visionnaire. Bras droit, j'aimais pas du tout. C'était un espèce de fourre-tout générique comme voilà, je n'ai pas ce terme-là. Donc, c'est pour ça que je me suis appelée duopreneur parce que j'avais besoin de trouver un nom qui me caractérise et je voulais vraiment être dans cette dualité, dans cette complémentarité, dans ce duo d'entrepreneurs. Parce que oui, je suis une entrepreneur et j'évolue avec mon client qui est lui un entrepreneur. On forme un duo ensemble pour faire progresser son activité et aussi la mienne. Trop bien. C'est vrai hein, que c'est même nous qui avons clarifié ces définitions-là. Malgré tout, tu vois, ce que j'entends, c'est que c'est pas évident encore de trouver un terme vraiment approprié. Tu en as inventé un qui est vraiment chouette et qui, en effet, quand tu l'expliques, regroupe tout ça finalement, enfin tout ce qu'on fait. Et c'est très très juste aussi d'ajouter le côté, on va dire, l'OBM et l'assistant qui interviennent dans des business sont aussi des entrepreneurs. Et ça, c'est quelque chose de super important à prendre en compte quand on recrute quelqu'un ou quand on est assistant ou OBN. Marion, je sais que toi, tu appuies beaucoup sur ces choses-là dans tes formations. D'ailleurs, si tu as envie de réagir dessus, je t'invite à le faire, le côté j'entreprends, mais je suis pas salariée finalement dans le business de mon client. Oui, effectivement, si tu veux faire une aparté sur ça, et après je reviendrai sur le bras droit, mais oui, c'est vraiment plus peut-être chez les assistantes que les OBM. Tu me diras, Mélie, c'est peut-être biaisé ce que je vais dire, mais le fait de prendre une assistante, on est là, on a un peu cette image de elle va me préparer le café, elle va faire ce dont j'ai pas envie, elle va ranger les papiers, etc. Et on a encore des entrepreneurs qui malheureusement pensent comme ça. Je pense de moins en moins sur les entrepreneurs en ligne parce qu'il y en a de plus en plus qui arrivent sur le marché. On connaît toujours un ami entrepreneur qui a recruté une assistante. Mais du coup, on va la dénigrer, c'est pas ce que je veux dire, mais on va pas valoriser spécialement son travail, on va pas la traiter comme un entrepreneur à part entière. Il y a deux raisons. C'est l'entrepreneur qui veut travailler avec une assistante qui va dénigrer l'assistante, mais aussi la posture de l'assistante en elle-même. Si, quand on commence un contrat, on a cette posture de chef d'entreprise et d'entrepreneur qui nous aussi avons notre business et que c'est dit dès le début auprès de l'entrepreneur,
il y aura pas de mauvaise surprise et on sera considéré d'égal à égal parce que c'est très important. Je sais pas si chez les OBM, je pense que ça doit exister aussi, mais le côté assistante est un peu, tu vas faire ce que j'ai pas envie de faire. Ne favorise pas en tout cas le fait de se considérer d'égal à égal avec l'entrepreneur, mais c'est pas du tout du salariat. On a chacun nos façons de travailler. On travaille avec grand plaisir avec les entrepreneurs, mais à notre façon. On a aussi besoin, nous, en tant qu'OBM, de se défaire de schémas et de pensées limitantes. Et effectivement, on travaille aussi sur notre posture. On travaille sur la posture de je ne suis plus une assistante, je suis maintenant une manager. C'est pas du tout pour dénigrer le rôle d'assistante, de dire que l'un est meilleur que l'autre, mais c'est pas du tout la même posture au sein de l'entreprise, dans l'équipe. Et on travaille aussi pour celles qui sortent juste d'un travail salarié sur la posture. Je ne suis plus une salariée, je suis une entrepreneur, je suis une prestataire de service, je suis professionnelle de mon activité. Et c'est un mindset, tout ça, et ça se travaille et ça se retravaille. Et oui, on a, nous aussi, en tant qu'OBM, et les filles qui rejoignent, je dis les filles et les garçons, parce que maintenant il y a des garçons qui rejoignent la formation, doivent travailler sur ça. Et c'est des sujets qu'on aborde très fréquemment pendant nos rencontres mensuelles, parce que c'est important de travailler sur ce mindset-là et d'avoir la bonne posture. Complètement. Je reviendrai sur la posture après, parce qu'il y a plein de choses à dire. On va juste continuer sur le côté bras droit. Alors, ce qui est rigolo, les auditeurs n'ont pas l'image, mais quand j'ai posé la question et qu'Amélie a commencé à dire « Je suis pas très à l'aise avec ce terme de bras droit, il me parle pas trop, je me reconnais pas dedans, puis je l'aime pas », il y avait Marion et moi derrière le micro. « Ah ouais, complètement !» On est trop d'accord avec ça. Donc Marion, j'aime bien ton avis du coup sur la question. Je suis entièrement d'accord avec Amélie. Pour moi, bras droit, c'est quand tu veux pas être dans l'un ou dans l'autre, tu te dis bon allez, je vais me mettre bras droit. C'est un peu un mot qui veut tout et rien dire. Donc je suis pas fan non plus. Mais j'aurais quand même tendance à dire que pour moi, bras droit, on tend plus peut-être vers du business manager que qu'une assistante, dans le sens où le bras droit, moi je le vois comme ça. Ça va être vraiment soutenir l'entrepreneur sur le côté accompagnement stratégique, mise en place de process, etc. Mais moi, quand je vois avec mes clients ou mes anciens clients, ils disaient que j'étais leur bras droit et pourtant je faisais des missions d'assistante virtuelle. Donc je pense que chacun a sa propre signification. Et Amélie disait quelque chose de tout à fait juste tout à l'heure, c'est d'éduquer en fait au vocabulaire. Donc déjà qu'on on éduque au vocabulaire d'assistante virtuelle et au vocabulaire d'office manager, si en plus on doit éduquer sur le mot bras droit, ouais. ça va être un peu compliqué. Mais effectivement, il y a ce côté éducation et affaires. Et en tant que, là je vais parler pour les assistantes, mais en tant qu'assistantes, elles ont un rôle majeur dans le discours qu'elles vont avoir auprès des entrepreneurs pour expliquer déjà, elles, quelle est la différence entre une assistante et une business manager, et savoir dire à l'entrepreneur, lorsqu'elles font un appel avec l'entrepreneur, de dire ça ne relève pas d'une assistante, ça relève d'une business manager, et ça va dans les deux sens. Là, t'as pas besoin d'une business manager, mais t'as plus besoin d'une assistante virtuelle. Et ça, c'est quelque chose que les assistantes et les OBM, du coup, doivent avoir conscience pour pouvoir guider au mieux l'entrepreneur et dans le discours qu'elles vont avoir avec cet entrepreneur-là. Et c'est comme ça qu'on va éduquer un petit peu tout le monde et aider à avancer tout le monde. Amélie va éduquer les business managers en ce sens, moi les assistantes, et ensuite les personnes qu'on aura formées vont éduquer eux-mêmes les entrepreneurs. Et je pense que c'est comme ça qu'on va arriver à un petit peu lisser le marché du moins sur le vocabulaire et qu'on sache vers qui se tourner. Oui, complètement. Absolument. Et quelquefois, il y a des parades dans le vocabulaire, c'est-à-dire que on a besoin d'images qui sont plus concrètes parce que c'est très vague. Online business manager, assistant virtuel, c'est très compliqué pour les gens. Et alors moi, pour désigner en tous les cas mon métier, j'explique aux gens que tout pilote a besoin d'un copilote, tout compositeur a besoin d'un chef d'orchestre. Eh bien, c'est la même chose pour un web entrepreneur visionnaire. Il a besoin d'un business manager, intégrateur pour pouvoir mettre en pratique, en opération, sa vision.
Donc, je sais pas si toi, tu utilises, Marion, ce genre d'image, mais en tous les cas, dès que je commence à utiliser des parallèles avec d'autres secteurs d'activité plus connus, tout de suite, ça devient plus clair, en tous les cas, ma mission. C'est une bonne idée. J'ai pas d'images comme ça qui me viennent, mais en tout cas, celle dont tu viens de nous parler est très claire. Oui, super comparaison. En effet, je valide complètement. Tout ça me fait dire quelque chose, c'est que on discute depuis tout à l'heure de qu'est-ce que c'est qu'un OBM, qu'est-ce que c'est qu'un assistant, etc. On va tout à l'heure, je vais vous poser la question, on va exprimer un peu plus en détail les missions de chacun pour que soit les assistantes et les OBM en devenir qui nous écoutent se projettent, et aussi pour que les entrepreneurs se disent ok, c'est de ça dont j'ai besoin, c'est de ça dont j'ai besoin, etc. Parce que en fait, on dit qu'on a besoin des deux, mais on ne peut pas recruter tout de suite les deux dans le business. Donc, on va en discuter un tout petit peu après. Mais avant ça, j'avais envie de parler avec vous de ce fameux effet de mode, en fait, autour de l'assistanat, le business management, etc. Moi, je ressens depuis quelques mois maintenant une espèce de hype autour du business management et de l'assistanat où les entrepreneurs disent ouais, moi j'ai mon business manager, j'ai mon bras droit, j'ai mon assistant, etc. Alors que très franchement, je ne veux pas cracher sur les gens, mais il n'y a pas toujours besoin, tu vois, quand quelqu'un me dit j'ai un business manager et que je creuse un petit peu, en fait, il n'aurait pas forcément dû recruter ça, il aurait peut-être mieux valu recruter un community manager, par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc, je veux bien votre avis, en fait, vous, sur cette espèce de hype. Est-ce que vous la ressentez aussi? Comment vous la vivez? Moi, de mon côté, je vais avoir deux types de hype, on va dire, comme tu dis, la hype côté entrepreneurial de j'ai envie d'avoir mon assistante ou j'ai envie d'avoir mon OBM. Et il y a la hype aussi côté assistante de tout le monde a envie de devenir assistante maintenant. Pour la première, concernant les entrepreneurs, il y a le côté hype et il y a le côté encore, je pense, éducation et compréhension de je ne sais pas par où commencer par déléguer. Ouais. Et comme je sais pas par où commencer, je me suis pas posé les questions de quels sont mes objectifs, quelle mission j'ai envie de déléguer. Le plus facile, c'est une assistante, elle est polyvalente, elle fera comme elle pourra. Voilà. C'est ça. Donc il y a le côté et dire c'est bon, moi je connais des gros entrepreneurs, ils ont des assistantes, moi aussi je veux mon assistante. Et le côté manque de connaissances sur la délégation et on va tester et on va essayer comme ça. Et côté assistante, c'est que il y a de plus en plus de communication maintenant qui est faite sur les réseaux sociaux, sur devenez assistante virtuelle, travaillez d'où vous voulez, c'est hyper facile, choisissez vos clients et travaillez quand vous voulez, Dans les faits, c'est vrai, mais il faut pas en faire un monde idéal non plus. Et tout le monde n'est pas fait pour être assistante et tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Être assistante, c'est être un entrepreneur, gérer les clients, les missions clients, avoir une posture entrepreneuriale, avoir un savoir-faire, avoir un savoir-être, des compétences, des connaissances, et ça ne s'improvise pas et c'est pas facile et aussi facile que ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes qui se lancent comme assistantes. Et moi, je discute avec des entrepreneurs qui me disent ça s'est super mal passé, c'est pas du tout ce que j'attendais. L'assistante n'a pas du tout les compétences ni les connaissances et ça nuit à l'image des assistantes sur le marché parce qu'on se retrouve avec des personnes qui sont incompétentes et qui prônent je suis assistante, c'est facile, je peux tout faire. Et non, ça marche pas comme ça. Oui, et puis il y a des spécificités métiers à l'entrepreneur en ligne qui est souvent coach, formateur, etc. Nous, c'est vraiment les gens qu'on accompagne le plus. Et c'est vrai que si on prend pas en compte ces spécificités métiers, c'est pas évident. C'est intéressant ce que tu dis juste avant de te donner la parole, Amélie. J'ai juste envie de rebondir parce que l'échec de la collaboration entre l'entrepreneur et l'assistant quand c'est le premier recrutement de l'entrepreneur, j'en entends beaucoup. Et alors moi, de mon côté, qui accompagne les entrepreneurs à structurer, ce que je vois souvent, c'est les entrepreneurs qui viennent me dire mon assistante est nulle, elle sait pas faire, etc. Et moi, ce que je relève surtout, c'est pas que l'assistante est nulle, c'est que le business n'est pas structuré. Donc
Pour moi, c'est le premier problème, en fait, c'est que déjà l'entrepreneur n'a pas structuré son entreprise, il n'a pas mis en place les systèmes et il a la sensation que l'assistant va venir, éteindre les feux, résoudre les problèmes. Ouais, vas-y Marion, je te laisse rebondir. Et je rajouterais aussi qu'il n'y a pas que le côté entrepreneur. Effectivement, il y a des entrepreneurs, c'est pas clair, ils savent pas ce qu'ils veulent, mais il y a le rôle de l'assistante là-dedans doit être clair dès le début. On sait quand l'entrepreneur c'est pas clair. Si l'assistante est claire sur ce dont elle a besoin, qu'elle a posé les bonnes questions, elle sera apte à dire si l'entrepreneur est prêt à déléguer ou pas. Donc il y a encore ce rôle-là de l'assistant qui est très très important en disant écoute, ta délégation, t'es pas encore prêt. Il faut que tu la réfléchisses. Pour la réfléchir, soit tu te fais accompagner, soit je t'invite à répondre à ces premières questions. Mais le rôle de l'assistante est aussi important pour déterminer les besoins. Ça va un peu dans les deux sens, je trouve. Ça va complètement dans les deux sens. Et d'où l'importance de tes accompagnements. Amélie, est-ce que tu as envie de rebondir sur ce sujet de hype, en fait, autour de l'assistant? Et alors, j'ai fait oui de la tête à chaque fois que vous parlez toutes les deux, donc ça se voit pas sur le podcast, mais je suis totalement d'accord. Et alors, je me suis demandé, en fait, déjà, il y a une plus grande visibilité de la profession d'assistante virtuelle sur Instagram, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux d'une manière générale. Et d'autre part, il y a une mode en ce moment il faut scaler, il faut être dans la croissance, etc. Et on se dit, pour scaler, c'est souvent des solopreneurs, des baby entrepreneurs, et ils sont dans cette urgence de scaler parce que c'est à la mode et qu'ils se disent que du jour au lendemain, ils vont pouvoir avoir un chiffre d'affaires à 1 million d'euros. Et ils se disent que pour scaler, ça passe forcément par l'image et ça passe par je montre que j'ai une grosse équipe. Je voudrais pas faire de parallèle autre que ça, mais c'est un peu ça. Je montre que j'ai une grosse équipe et en fait, ils ne sont pas prêts tout simplement et on est vraiment dans le paraître. On m'a dit qu'il fallait faire ça pour avoir plus de chiffre d'affaires, mais il y a des prérequis en fait. Effectivement, quand on a envie d'aller dans la croissance de son entreprise, la délégation, le recrutement, c'est une partie importante, mais ça passe aussi par les systèmes, par les process, par la vente, aussi par l'équipe, mais par tout ça. Et effectivement, moi, je pose la question aux gens, quelle est la première personne que tu veux embaucher? Et ensuite, quelle est la deuxième personne et avec sous quelle temporalité? Comment tu vois les choses? Mais à un moment, je leur dis, ça c'est super, c'est sur le papier, mais il y a des prérequis avant ça. Il y a des prérequis, il faut que ton business soit prêt pour pouvoir commencer à recruter, commencer à déléguer et pour que la collaboration soit un succès. Complètement. Ouais, vas-y Marion. Complètement d'accord. Et j'aimerais revenir sur le fait que tu parles de grosses équipes. Parce qu'en fait, il faut aussi savoir qu'il y a des personnes, par exemple, moi, je vais travailler avec 4 personnes différentes. Donc, j'ai 4 personnes dans mon équipe. Mais quand tu dis que tu as 4 personnes dans ton équipe, c'est pas des temps complets, en fait. C'est-à-dire que j'ai 4 personnes avec des profils différents dans mon équipe. Donc, je vais avoir une assistante sur tout ce qui va être la partie réseaux sociaux, une assistante qui va être sur la partie correction, relecture, création de certains visuels, etc. Voilà, je vais avoir une rédac web, je vais avoir un web designer et je vais avoir une autre assistante qui va arriver sur une partie formation. Mais on est sur des petits contrats. Donc, aux yeux des autres, oh là là, Marion, elle a vachement de personnes dans son équipe, mais ça veut rien dire. Parce qu'au final, j'ai des petits contrats avec ces personnes, je les ai juste recrutées parce qu'elles ont des spécificités et des compétences et des connaissances dans un domaine en particulier. Mais je ne travaille pas en 35 heures avec 5 personnes dans mon équipe. Mais aux yeux des autres, ça peut faire, oh là là, mais elle travaille avec 5 personnes, mais dis donc, alors que ce sont des petits contrats, ce sont pas des salariés à 35 heures. Complètement. Merci de préciser ça, c'est hyper important de le souligner. Et je remarque que du coup, dans ton équipe, il n'y a pas spécialement d'assistante, alors que tu te développes. Donc, j'ai pas commencé par une assistante. La première personne à qui j'ai délégué était une rédac web. Ouais, et c'est hyper intéressant parce que c'est quelque chose que je dis souvent. C'est l'assistant n'est pas forcément le premier recrutement à faire. Parfois ça l'est, parfois ça l'est pas. Ça dépend. Il n'y a pas vraiment de règles.
On y reviendra après sur la question justement, en fait, qui on recrute, l'OBM, l'assistant, etc. On verra que des fois, c'est ni l'un ni l'autre, en fait, et tu en es la preuve, Marion. Euh, J'avais envie de rebondir sur ce côté, je montre que j'ai une grosse équipe, etc. Amélie, j'ai absolument ri. Merci pour ce fou rire. Et qui est juste en plus. Je trouve ça vraiment juste. Euh, J'avais envie de rebondir parce que je connais des entrepreneurs directement ou indirectement qui sont assez avancés, qui sont dans des masterminds d'entrepreneurs avancés, etc. On en connaît pas mal. Et en fait, ces entrepreneurs-là, parfois, se ruinent complètement en équipe. Ils sont incités justement dans ce côté, il faut scaler, il faut aller à fond dans l'hypercroissance. Donc, on les incite, ou ils s'incitent entre eux, je ne sais pas, à recruter un maximum de personnes. C'est vraiment vu comme un un investissement où ils vont avoir derrière un retour sur investissement, etc. Ça peut être très vrai et juste et utile pour certains business models, certains entrepreneurs par rapport à la vision qu'ils vont avoir, la trésorerie, le budget, etc., etc. Le problème, je trouve, c'est que en effet, d'autres entrepreneurs vont se caler sur les entrepreneurs pour qui c'est juste de faire ça et vont en fait, sans réfléchir, aller vers cette hypercroissance et recruter, 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 avoir des équipes et au final, se retrouver, avec un bénéfice, complètement, nul, voire, négatif, parce que, l'équipe coûte beaucoup trop cher, quoi. Souvent, en plus, c'est des freelance et les freelance, ça coûte cher, même si c'est plus confortable et cetera, c'est quand même un sacré coût. Voilà pour, ce que j'avais envie d'ajouter. Ouais, vas-y Amélie. Et je rebondis sur ce que tu dis parce qu'effectivement, moi, je vois pointer depuis le début de l'année 2022 euh, une nouvelle, une nouvelle demande de la part des personnes qui viennent me voir. C'est effectivement des entrepreneurs qui ont fait énormément de chiffre d'affaires de mars 2020 à septembre 2021 et qui étaient dans l'hypercroissance et qui ont fait énormément d'investissements en outils, en systèmes et qui ont maintenant des équipes qui sont beaucoup trop grosses par rapport à leurs besoins actuels parce que on est en train de faut l'avouer, hein, beaucoup d'entrepreneurs sont depuis le début de l'année 2022 dans une phase de récession avec des trésoreries qui sont en train de fondre, avec des systèmes de conversion qui sont plus du tout prévisibles, prédictibles en tous les cas comme ils ont pu l'être les années précédentes. Et aujourd'hui, moi, j'interviens dans mon rôle d'OBM sur du conseil et en restructuration, mais pas en restructuration pour scaler, Ouais. pour progresser, mais en restructuration pour enlever de la complexité au business, pour simplifier ce business, pour qu'il atteigne un nouveau degré de perfection dans cette simplicité-là. Donc malheureusement, on va aller gratter pour voir quels sont les outils qui sont pas utiles, peut-être que il y a des automatisations qu'on a mis en place qui sont complètement démesurées. Peut-être qu'il y a trop de personnes dans cette équipe-là, même si c'est sur des temps fractionnés, on en a peut-être pas besoin. Peut-être que l'entrepreneur aussi a besoin de se réapproprier certaines parties de son business parce que du coup, à force de le déléguer, il est complètement lisse, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus d'expérience et on revient sur de l'essentiel, sur de la simplification et j'aime, enfin, c'est terrible hein, parce qu'effectivement, il y a des chiffres d'affaires en baisse et il y a des freelances qui perdent leur activité, mais j'aime en fait ce retour à l'essentiel et ce rééquilibrage. Donc oui, il y a beaucoup de paraître, il y a beaucoup de courses à l'hypercroissance parce que c'est la mode de scaler, mais il y a aussi un retour à l'essentiel. Donc ça dépend en fait des clients qu'on a en face de nous. Oui, complètement. Oui, oui, il y a aussi ce côté-là, c'est sympa que tu le notes, Amélie, qui commence tout doucement à pointer le bout de son nez. J'avais fait une newsletter sur le sujet où, en fait, je racontais ma propre expérience. Je pense que j'en ferai un podcast aussi, où j'avais commencé en fait ce chemin alors je vais pas dire d'hypercroissance non plus, hein, mais en tout cas de recrutement,
commençais un petit peu à chercher, en tout cas, à faire des économies d'échelle, même si j'étais pas encore totalement dans le fait de scaler, etc. Et en fait, très rapidement, en regardant mes métriques, je me suis dit, ah non, mais en fait, pas du tout, c'est pas du tout le moment en fait d'aller là-dessus. Donc, j'ai rétrogradé. Et en expliquant ça dans ma newsletter, c'est, je crois, la newsletter où j'ai eu le plus de retours en fait. De la part des personnes abonnées qui m'ont dit merci de l'exprimer, j'ose pas en fait en parler, mais moi aussi je me pose la question et il y a un peu cette injonction de il faut scaler, donc je n'ose pas revenir en arrière, ça me fait peur en fait parce que si je reviens en arrière en fait c'est pas le bon chemin puisque tout le monde prend le chemin de l'hypercroissance et donc tout doucement je sens que certaines personnes commencent à prendre la parole doucement sur ce côté de revenir en fait à un état de minimalisme, etc. Et finalement, ça fait aussi partie des sujets qui sont sur la table de plus en plus aujourd'hui et c'est très bien. Parce que les deux voies sont justes en vrai. Hein. Le tout, c'est de Absolument. savoir laquelle est bonne pour l'entreprise. Absolument, tout dépend du stade de développement de ton business et tout se justifie. Complètement. Marion, je te laisse rebondir. Moi, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit et pour appuyer là sur la peur aussi, il faut aussi se dire que si on n'a pas pris des salariés, qu'on a pris des freelances, c'est tout simplement aussi pour dire que eh bien, si un jour ça s'arrête ou si un jour on veut lui donner moins de travail ou moins d'heures, ça fait partie du jeu. Et que du coup, de ce fait, l'entrepreneur doit se sentir libre, même si c'est pas facile, de dire à Oui. quelqu'un de son équipe, écoute, voilà, maintenant on va se séparer parce que c'est bon, t'as accompli tout ce que tu devais accomplir dans l'équipe et bon, j'ai plus besoin de toi, mais je te garde une place dans mon cœur. Mais ça fait partie des choses de l'entrepreneuriat d'un côté comme de l'autre. Le freelance va peut-être perdre son contrat et en trouver un autre. Mais si on veut sur du contrat sur le long terme, ben on redevient salarié et on prend un CDI, quoi. Carrément. Trop bien. Alors, on a bien exploré ces facettes-là. Je suis super contente de discuter de tout ça. Je suis certaine que ça va inspirer plein de personnes parce que, en fait, je me dis en nous écoutant qu'il y a tellement d'angles d'attaque, de facettes, de choses à prendre en compte finalement dans ces questions de croissance d'entreprise, de recrutement, d'assistanat, et qu'il y a vraiment beaucoup d'acteurs qui sont là, qui sont présents, les assistantes, les OBM, et on n'en parle pas tellement aujourd'hui, mais tous les autres freelance aussi qui gravitent dans ce milieu-là, les graphistes, les copywriters, etc., etc. Bon, il y aurait encore des millions de choses à dire, mais déjà là, j'ai envie de m'arrêter une seconde et dire, ok, en fait, c'est pas si simple. On entend souvent, recruter, déléguer, scaler, hypercroissance, etc. Non, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. L'idée, c'est de s'approprier un peu tous ces sujets, de les faire siens et ensuite d'aller vers une direction qui correspond le mieux, qu'on soit entrepreneur ou même assistante ou OBM, arriver aussi à savoir comment on veut travailler avec les clients, avec quels clients, etc. etc. Je lance le sujet suivant qui est les missions finalement des uns et des autres. Quelle est la mission de l'assistant? Quelle est la mission de l'OBM? Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Marion, peut-être on peut commencer avec la mission de l'assistante. Alors, sur le côté global Mm. de l'assistante, ça va être l'opérationnel. Okay. Ça va être tout ce qui va être opérationnel. Et là, on va rentrer un peu dans les complexités de une assistante peut faire les réseaux sociaux, mais ce n'est pas une community manager. C'est ça. Voilà, l'assistante peut rédiger des newsletters, mais ce n'est pas une rédac web. C'est ça. L'assistante peut être amenée à faire des sites internet, mais ce n'est pas un web designer. Voilà. Et donc, en fait, l'assistante a ce côté polyvalence où elle peut aider sur le côté opérationnel, mais ça ne remplacera pas le métier dans rédac web, etc., etc. Pourquoi on choisit plus l'un que l'autre? Je dirais parce qu'on a envie d'avoir un profil polyvalent qui touche à un petit peu tout. C'est une question de coût puisque l'assistante ne maîtrise pas du tout la même chose. Si je prends l'exemple de la rédac web, moi ma rédac web, ce qu'elle rédige, les connaissances et les compétences qu'elle a, c'est pas du tout la même chose qu'une assistante, et donc je n'attends pas la même chose de l'assistante que de ma rédac web. Et la rédac web, à l'inverse, ne sera pas polyvalente
si je lui demande de toucher à mon site internet, elle va me dire, mais Maria, c'est pas mon métier. Clairement. C'est ça. L'assistante me dira, OK, je vais regarder ce que je peux faire pour toi, mais ça sera pas vraiment son expertise. Donc, l'assistante, elle peut faire plein de choses selon ses compétences de base et ses connaissances, autant de la prépa comptable que du customer care, que voilà, il y a pas de limite, mais ce sera pas une experte dans un domaine d'activité spécifique, puisqu'il existe des métiers pour ça. Le gros avantage de l'assistanat, c'est l'opérationnel, la polyvalence. Et moi, j'avais jamais les mêmes missions en fait avec mes clients. On me demandait de faire ça un mois, le mois suivant c'était autre chose. Ou voilà, c'est le gros avantage pour moi de la polyvalence. Donc j'ai pas d'exemple précis à te donner parce que c'est vague. Ça te va ma réponse? Mais ça me va parfaitement. Je me demande du coup, enfin, je veux bien ton avis sur est-ce que l'assistante peut ou doit, je ne sais pas, ce que tu en penses, avoir des spécialisations? Moi, je pense que je sais pas si on peut appeler ça une spécialisation, mais tu peux pas tout maîtriser. Ok, t'es polyvalente, mais tu peux pas tout savoir faire. Ouais. Donc, je sais pas si j'appellerais ça spécialisation, mais au moins des domaines d'activité de prédilection que tu maîtrises. Mais tu peux pas arriver avec une offre, je sais tout faire à ton client. C'est peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, tu seras à maîtriser plein de choses. Et puis, chaque entrepreneur et le métier que tu accompagnes a sa spécificité. Un entrepreneur en ligne et un coach qui a son business en ligne, c'est pas la même chose que Jean-Michel, artisan qui est en train de construire ma maison. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, voilà. Je pense que c'est bien d'avoir ces domaines d'activité de prédilection que tu maîtrises, sur lesquels tu te formes et que tu montes en compétences sans arrêt. Ok, hyper intéressant. Alors du coup, si je vais un petit peu plus loin dans le profil de l'assistante, Amélie, n'hésite pas à nous couper si tu as des choses à ajouter. Pourquoi en fait je recruterais une assistante ou un assistant et non pas un graphiste ou un rédacteur web, etc. C'est quoi selon toi la spécificité, la spécificité du recrutement de l'assistant en fait, le besoin? La polyvalence. La polyvalence, c'est ce qui me vient en premier. Et le deuxième, même si j'en suis pas très fière, ça va être le tarif. Oui, on va en parler. Le tarif de l'assistante sera moindre que, par exemple, un rédac web. Mais principalement, la polyvalence quand on a envie de déléguer plusieurs choses. Ok. Donc, ce que j'entends, c'est que je traduis, si je suis entrepreneur et que j'ai besoin de confier des tâches dans mon business et que j'ai un besoin assez spécifique en rédaction, mais que j'ai pas beaucoup de budget, parfois, je vais être tentée d'aller vers de l'assistante. Et là, erreur. Mais attention, on ne peut pas attendre le même niveau et Voilà. les mêmes résultats d'une assistante que d'une rédac web. C'est exactement moi ce qui s'est passé pour moi. J'adore les assistantes avec lesquelles je travaille. Je voulais une experte qui, en termes, par exemple, pour mes articles de blog, en SEO, soit compétente et elle a fait pas des études mais elle a les compétences, les connaissances, l'expertise nécessaire. Donc, le niveau attendu par ma rédac web n'est pas le même que l'assistante. Ok, super clair, vraiment. Je dis pas que les assistants travaillent moins bien. Non, mais c'est très clair. En plus, on a été toutes les trois assistantes, hein, donc on sait très très bien ce que c'est. Mais c'était important, oui, de comprendre la subtilité entre pourquoi je recrute un assistant et pourquoi je vais finalement aller recruter un graphiste ou un community manager ou un rédacteur. Souvent, il y a cette question de budget qui vient sur le terrain et donc on va avoir tendance à prendre la facilité de l'assistante avec des attentes comme si on avait un copywriter, etc. Et moi, je me souviens des missions au départ où je disais aux clients, oui, je peux vous aider sur le copywriting parce que j'avais des compétences dessus. Et en fait, ils attendaient un résultat de copywriter à la page de vente à 10 000 euros. Et c'est pas possible, quoi. Donc c'est voilà, pas bien. le rôle de l'assistante, on est C'est d'accord. Si tu veux ce résultat-là, tu vas avoir un copywriter et du coup, tu payes le copywriter pour ça. Ah oui, c'est pas tout à fait le même tarif, en effet. C'est un peu le principe de je veux le beurre, l'argent du beurre et le suite tu la connais. C'est un peu le principe, tu vois. C'est ça.
Amélie, Attention, on n'est quand même pas en train de parler d'une assistante virtuelle au rabais, hein. Il faut quand même remettre les choses au clair. On ne parle pas d'un profil moins compétent Exactement. ou avec, voilà, on n'est pas sur un profil au rabais. Et heureusement, les assistantes virtuelles font du travail de qualité dans ce qu'elles maîtrisent effectivement. en fait, je dirais que ce qui est génial avec un assistant ou une assistante, c'est donc cette polyvalence. Et je vois par exemple dans le business de The Bee Boost, pour lequel je suis business manager, on a recruté dernièrement une assistante à temps plein. Et en fait, ce qui est génial, c'est que comme on a plein de projets plus ou moins en même temps, elle est vraiment capable d'intervenir sur tout. Et elle a vraiment des compétences à la fois en marketing, en rédaction, en design aussi. Elle maîtrise super bien Canva, etc. Ce qui fait que quand on va avoir une campagne publicité à lancer, on peut lui demander de nous faire des designs. En même temps, quand on est en train de préparer le séminaire, elle est capable de faire des slides, j'en sais rien moi, de monter une petite vidéo de présentation ou ce genre de choses. Et donc tout particulièrement quand on a un business en ligne de formation, qui va demander énormément de micro-tâches dans tous les sens et plein de compétences différentes. Finalement, c'est les compétences de base de l'entrepreneur qu'il a appris lui au départ et qui lui a permis de monter en compétences et de créer ce business-là, à savoir, je sais à la fois être copywriter, graphiste, etc., etc. Et en fait, là, dans ces business-là, je trouve vraiment de formation en ligne avec des gros lancements, etc. L'assistant, il a toute sa place parce qu'il va vraiment intervenir partout. Et enfin, moi, je vois pour l'assistante avec qui on travaille et j'en vois plein d'autres sur le marché. Elle fait un travail de ma boule. Enfin, franchement, on est trop content de la voir et elle fait même beaucoup mieux certains travaux que on ne le ferait nous en tant qu'entrepreneur, quoi. Donc, alors c'est un peu moins vrai chez The Bee Boost où Aline est super forte en technique, mais mais sinon, globalement, ils font les choses quand même vraiment mieux que les entrepreneurs. Vas-y, Marion. Oui, Marion. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux compétences de l'assistante. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir switcher C'est ça. de mission. Oui, mais attends, mais là il y a ça qui vient d'arriver, donc est-ce que tu peux le faire? Tu passes d'une création Canva à de la rédaction, etc. Et je précise aussi que les exemples que tu as donnés là pour cette assistante-là, ça veut pas dire que toutes les assistantes doivent et que Non. ça fait partie de ce qu'elles doivent maîtriser, mais c'est ce qu'elle a choisi de maîtriser et ce en quoi elle est douée. Et je suis tout fait d'accord avec Amélie qu'il y a aucun, on ne dénigre pas les assistantes et ça ne veut pas dire qu'une assistante est moins bien qu'un rédac web ou parce qu'elle est moins chère, elle fait le travail moins bien. C'est vraiment sur le côté micro-tâche que tu as évoqué tout à l'heure et sur le côté polyvalence. C'est ça. Ouais, elle va vraiment être à 360 degrés sur le business. Et c'est aussi pour ça qu'on a parfois cet amalgame. J'y reviens rapidement sur le côté bras droit parce que quand on est assistante, évidemment, on exécute, entre guillemets, la liste de tâches qu'on nous a donnée. Mais Marion, tu en témoigneras, Amélie aussi, quand tu as été assistante, on a quand même un regard du coup sur tout le business. Donc, on a tendance aussi à donner notre avis et à soutenir et supporter l'entrepreneur. Donc, c'est là où parfois la frontière est difficile à définir. Je suis d'accord avec toi sur cette frontière-là où on va donner notre avis. Et je pense que ça fait aussi partie de ce qu'on disait avec Amélie sur les compétences de l'assistante. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas fait pour ça. C'est-à-dire que si tu es là pour être bête et discipliné et on te dit de remplir un fichier Excel et tu finis ton travail, il y a rien de très passionnant. Alors que si tu es assistante dans l'âme et que tu aimes ça, tu vas pourquoi en fait je vais remplir ce tableau-là, dans quel but? Et tu vas travailler sur le projet, même que si t'es que sur l'opérationnel, pour aider l'entrepreneur à aller encore plus loin. Ah, ben attends, mais tu peux mettre ça aussi en place, tu peux mettre ça aussi en place, tu vas être force de proposition. Je sais pas ce que tu penses, Amélie, mais... Complètement. Et moi, je trouve que les assistantes ont un autre super pouvoir que moi, je n'ai pas en tant qu'online business manager, donc peut-être que d'autres OBM l'ont. Mais tu parlais de polyvalence, effectivement, dans les missions, mais il y a aussi énormément d'agilité à passer d'un dossier à l'autre, d'un client à l'autre. C'est-à-dire que les assistantes, elles vont
comme elles sont souvent sur des temps partiels, fractionnels chez différents entrepreneurs, elles vont répartir leur temps entre 5, 6, 7, 10 clients. Des fois, il y en a qui me disent, j'ai 10 clients, je sais pas comment elles font. Moi, je suis incapable de faire ça. Et c'est d'ailleurs, je pense, une des raisons qui m'aurait empêché d'avoir un chiffre d'affaires beaucoup plus important lorsque j'ai été assistante quelques mois, c'est que moi, je suis incapable de jongler entre autant de clients. Je sais pas fermer les boîtes. Donc, un client, deux clients, trois clients, c'est trop compliqué pour moi. Deux, c'est bien. Je À la vois. fois, en tous les cas. Alors que moi, je suis montée à plus de 10 clients. L'accompagnement sur du long terme, effectivement, je peux avoir plus de clients sur des accompagnements ponctuels, sur des projets avec un début et une fin, mais sur un accompagnement sur du long terme, c'est compliqué de jongler avec autant de clients. Donc, pour moi, ça, c'est un super pouvoir de l'assistante. Trop bien. Je sais pas si ça s'est entendu, mais Marion, tu disais que tu as été jusqu'à 10 clients en même temps. J'avoue que je l'ai pas fait Wow. non plus. Je suis montée jusqu'à plus de 10 clients en tant qu'assistante parce que c'est vrai qu'on est sur du besoin ponctuel. Et si tu cumules les petits contrats de 5-8 heures, effectivement, tu as tu as une dizaine de clients, voire plus. Si tu as de plus gros contrats, tu as moins de clients. Mais c'est un très bon super pouvoir, Amélie, c'est vrai. Mais exactement. Moi, je suis bluffée. Et je pense aussi que les assistantes ont aussi beaucoup de visibilité parce que elles sont présentes dans des entreprises à différents stades euh, de maturité. Donc, elles sont pas trop présentes à la création de l'entreprise parce que souvent c'est l'entrepreneur qui est tout seul et qui a toutes les casquettes, mais elles sont très vite présentes dès qu'il y a un premier stade de croissance et elles vont encore être là présentes quand il va y avoir l'expansion et elles vont aussi être présentes quand il va y avoir la structuration. Tandis que traditionnellement, nous, en tant qu'online business manager, on n'est pas présente à la création, on est peu présente à la croissance. On pourra revenir parce qu'il y a une nouvelle typologie de clients qui est en train de nous solliciter, qui sont dans une phase de croissance, qui viennent nous chercher depuis quelques temps. Mais on est surtout traditionnellement très présente auprès d'entrepreneurs qui sont à des phases d'expansion et à des phases ensuite d'optimisation. Complètement. Il va falloir que j'avance parce qu'on pourrait discuter tellement des heures et des heures. J'ai envie de rebondir, mais L'émission des OBM, Voilà. l'émission des OBM. Alors, j'ai envie de dire, comme Marion, on est et on n'est pas. Parce que c'est comme les assistantes, on est un peu et on n'est pas. Donc, oui, on est un peu partenaire stratégique de nos clients, mais on n'est pas non plus consultant business. Oui, on peut prendre en charge un peu d'opérationnel et de l'implémentation, par exemple pour la mise en place d'outils de gestion de projet, ou la mise en place de CRM qui peuvent aussi quelquefois être faits par une assistante quand c'est la demande de son client. Mais en même temps, on n'est pas dans l'opérationnel, dans l'implémentation. Donc, je pense qu'il y a une manière très générique de définir l'OBM et les missions de l'OBM qui va intervenir essentiellement sur la gestion de projet. Donc, on va pouvoir gérer un lancement pour un client, mettre en place un nouveau programme de formation, mettre en place un programme d'affiliation, créer un événement en ligne. Ça fait partie des projets qu'on va nous confier, qui sont plutôt sur ponctuel, événementiel. Et puis, on va être aussi là sur la gestion des opérations et l'accompagnement sur le business. Donc, on va s'assurer qu'il y a les systèmes qui doivent être en place, qu'il y a les outils qui doivent être en place, qu'il y a les bonnes personnes qui sont là, qu'elles travaillent de la bonne manière. Ça fait partie de notre mission. Et dans cette gestion des opérations, on va aussi travailler main dans la main avec nos clients pour l'aider à continuer à développer son business. Donc, souvent, nos clients, ils sont attirés par les objets brillants, ils ont 100 000 idées à la minute, ils rencontrent un autre copain entrepreneur, ils vont à un mastermind, ils reviennent avec 100 idées. Et il y a un moment, on peut pas faire 100 idées dans le scope d'équipe qu'on est, avec le budget qu'on a et le temps qu'on a. Donc, nous, on va mettre en place des pulsations annuelles, des pulsations trimestrielles, avec des objectifs stratégiques sur différentes temporalités, donc 12 mois, 3 mois, etc. Et chaque objectif stratégique, on va les décliner en projets prioritaires, donc ça va être à peu près 3 à 7 projets selon la taille de l'entreprise, et on va s'assurer qu'on est le garde-fou, que ces projets-là ensuite vont être déclinés en tâches et délégués aux bonnes personnes.
et on va s'assurer que tout roule, que tout fonctionne. Et effectivement, quelquefois, il faut faire preuve d'adaptabilité. Il y a des projets qui vont pas jusqu'au bout du trimestre et c'est pas grave, c'est certainement qu'il y a une raison, ou il y a une opportunité qui se présente et effectivement, il faut être adaptable. Effectivement, on a besoin de structure pour pouvoir évoluer, mais on a aussi besoin d'un peu de liberté, d'un peu d'adaptabilité quand ça se justifie. Et donc, on va manager les équipes pour notre client et on va aussi s'assurer que les chiffres sont comme il faut, qu'il y ait des indicateurs, etc. On s'assure vraiment que ce sont les bonnes actions qui sont réalisées par les bonnes personnes dans les bons délais et de la bonne manière. Ça, c'est vraiment notre mission. Donc, on va accompagner un client comme ça sur tous les aspects de son activité et sur une collaboration très longue. Ça, c'est une première possibilité de travailler. Oui. Et aussi, en fonction de qui on est, de ce qu'on a envie de faire, de notre background, de ce qu'on apprend, et aussi des opportunités qui se présentent à nous, parce qu'il faut savoir être opportuniste en fonction des clients qui se présentent à nous. On va peut-être pouvoir se spécialiser sur un ou deux domaines. Donc, par exemple, il y en a qui vont avoir un background de comptable et qui vont adorer mettre en place des tableaux de bord et faire des suivis de chiffres et décider d'indicateurs clés de performance, etc. Et il y en a d'autres qui vont plutôt avoir envie de faire du recrutement, de la structuration d'équipe, d'autres qui vont plutôt avoir envie de mettre en place des systèmes. Donc, ponctuellement, et on va, si on le souhaite, pouvoir accompagner un entrepreneur sur 2 mois, 3 mois, 6 mois, peu importe la durée du projet, sur une mission en particulier et souvent sur une spécialisation. Donc, c'est deux manières d'aborder notre profession et c'est pas l'une ou l'autre, ça peut être l'une et l'autre. En tous les cas, ça permet d'avoir beaucoup plus de flexibilité et ça permet aussi d'optimiser ses revenus. Complètement. Complètement, oui. Quand on est business manager, on peut faire ce choix de faire d'avoir à la fois une mission long terme avec un client fixe et d'avoir des missions ponctuelles pour aider un client à mettre en place un système, etc. Complètement. En fait, ce que j'entends, c'est finalement l'OBM, elle arrive assez tard dans le business. Enfin, tard. Elle n'arrive pas en premier, on est d'accord. Enfin, je dis elle toujours, mais le ou la OBM arrive. Même le, t'as du mal à le dire. Oui, parce que le OBM, enfin l'OBM, quoi, L apostrophe. C'est carrément pas le premier recrutement. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Comment tu le vois, Amélie? Alors, j'ai envie de te dire, oui, c'est carrément pas le bon recrutement. Et en même temps, l'année dernière, j'ai fait un module dans la formation du Preneur Academy qui parlait du client idéal, du profil de notre client idéal. Et là, j'en suis au stade où j'ai envie de rajouter une vidéo dans ce module-là parce que on se rend compte que notre client est en train un peu d'évoluer dans la société, dans l'économie post-Covid, où il y a eu vraiment une prise de connaissance de tous ces métiers du web, de cette manière de fonctionner. On est quelquefois de plus en plus sollicité, soit par des petits entrepreneurs, des petites entreprises locales qui ont compris qu'effectivement, elles pouvaient digitaliser tout ou partie de leur activité, se faire accompagner par un profil sur un temps fractionné et pas forcément par un salarié à temps complet ou à temps partiel, et un profil comme un profil d'OBM, même si on est typiquement normalement sur des entrepreneurs du web, on peut aussi les aider à mettre en place des systèmes dans leur activité pour les aider. Et aussi, on est sollicité depuis quelques mois, je ne sais pas si toi aussi tu as ces demandes-là, Sonia, par des entrepreneurs qui sont plutôt à une phase de croissance, première phase de croissance, qui commencent un peu à avoir un peu de chiffre d'affaires, qui arrivent quand même à faire pas mal de choses tout seuls. Et en fait, ils sont extrêmement professionnalisés, c'est-à-dire qu'ils ont été biberonnés depuis le tout début de leur activité à
la mission, les valeurs, les systèmes, les process, scaler, etc. Ils sont ultra renseignés sur tout ce business en ligne et ils se disent que c'est maintenant, au tout début de leur activité, qu'ils ont besoin de quelqu'un de formé, de professionnel pour les aider à structurer leur business, à avoir des fondations extrêmement solides pour pouvoir préparer l'expansion. Alors que traditionnellement, nos plus anciens clients étaient déjà effectivement des entrepreneurs, des web entrepreneurs déjà installés, qui avaient commencé solopreneurs et qui ensuite avaient voulu être dans la croissance, donc avaient pris une première assistante, puis ensuite des profils plus spécialisés. Et tout d'un coup, ils se sont rendus compte que oui, ils étaient des leaders, mais non, ils sont pas des managers. Donc effectivement, ils ont embauché des profils pour les aider à gagner du temps, à gagner en croissance. Et en même temps, ils ont déplacé le problème parce que finalement, ils se retrouvent à faire des missions de manager qui sont pas des missions qu'ils ont envie de faire ou qu'ils savent faire. Et donc là, c'est à ce moment-là que nous, on intervient. Donc, on a toujours principalement ce type de clients, mais on se rend compte qu'il y a des nouveaux clients qui viennent nous solliciter à un stade plus récent de leur activité. Et pour le coup, ces entrepreneurs-là, on va plutôt les accompagner ponctuellement par rapport à leurs demandes, parce qu'effectivement, ils n'ont pas le budget pour pouvoir rémunérer une OBM sur du long terme. Je te laisse rebondir, Marion. Et ces nouveaux entrepreneurs aussi, je pense que ils veulent aller plus vite. Ils n'ont pas envie de faire des erreurs. Donc, ils vont investir dès le début dans la bonne personne pour leur permettre d'atteindre leur objectif. Alors que d'autres personnes vont, entre guillemets, faire avec les moyens du bord. Ils vont apprendre de leurs erreurs et ça va peut-être prendre plus de temps. Et on est plutôt là sur un profil d'entrepreneur qui veut aller vite. Le fameux, ce que tu disais tout à l'heure, faire les 1 million rapidement. Voilà. Et donc, du coup, se faire accompagner par la bonne personne dès le début pour gagner du temps, pour atteindre ses objectifs plus rapidement. Complètement. Absolument. Donc, ils viennent nous solliciter pour mettre en place leur fondation et ils viennent aussi nous solliciter pour faire du tri dans leur projet et pour avoir une manière de fonctionner beaucoup plus efficace. Complètement. Et ensuite, on intervient sur du recrutement, souvent pour eux, parce qu'effectivement, une fois qu'on a tout réorganisé et qu'on a envisagé avec eux les 90 prochains jours de leur activité, les 12 prochains mois de leur activité, on a une visibilité et eux, ils ont une visibilité de comment ils sont structurés, ils ont des process qui sont en place, ils ont une meilleure vue de leurs finances aussi et ils savent mieux dans quel projet ils vont vouloir investir leur temps, leur énergie, leur argent et auquel cas, là, on peut commencer effectivement à parler de recrutement. Complètement. Moi, j'ai envie de rebondir en disant que ma cible client, c'est ces entrepreneurs-là, en fait. C'est ceux que j'accompagne le plus en consulting. C'est en fait des entrepreneurs qui ont passé un premier cap d'entreprise, c'est-à-dire qu'ils vivent de leur activité. Et comme tu dis, c'est des entrepreneurs qui ont totalement conscience des problématiques de structuration, de recrutement, etc., qui sont pas encore structurés et qui veulent le faire avant, en fait, que les choses débordent. Parfois, ça a déjà un peu débordé. Ça dépend des entrepreneurs qui viennent. Franchement, j'ai les deux profils. J'ai à la fois des entrepreneurs très organisés et qui viennent vraiment me voir parce qu'ils anticipent la croissance à venir, ils l'ont vu venir. Et d'autres qui viennent déjà un petit peu débordés, mais malgré tout, ça reste des entrepreneurs, comme tu dis, un petit peu plus en amont que l'entrepreneur qui va vraiment recruter la business manager. Donc en fait, on va être plus entre guillemets sur, c'est pas vraiment de la formation non plus, mais c'est l'entrepreneur qui va, oui, je veux dire quand même se former aux compétences de management, de chefferie de projet, de gestion de projet, etc. Complètement. Et donc, si je résume par rapport au profil du business manager, grosso modo, le business manager en opérationnel, on va dire, qui va vraiment avoir ce rôle de chef de projet, de manager, etc., dans l'entreprise, il va vraiment intervenir de cette manière-là dans un business qui est déjà bien avancé, qui est déjà structuré, où il y a déjà finalement d'autres collaborateurs
dans l'entreprise et en fait, il vient remplacer l'entrepreneur sur toutes ces parties gestion de projet, management qui deviennent de plus en plus lourdes en fait pour l'entrepreneur. Il a plus le temps finalement de les mener, à bien tout seul. Il a besoin en fait d'aide là-dessus et le business manager vient en fait te remplacer à ce moment-là. On a aussi le profil de l'entrepreneur qui va gentiment, structurer son entreprise avant d'en arriver à ce niveau-là et c'est très bien parce qu'en fait, il va y aller beaucoup plus vite comme tu disais Marion. Et là, en fait, il y a plusieurs options. Ça peut être à travers du consulting, ça peut être aussi à travers des prestations, directes, de business managers qui vont, comme tu dis, directement mettre en place le système, de métriques, la nouvelle gestion de projet sur, Asana ou sur ClickUp ou sur Notion. Et l'OBM va ensuite repartir et laisser en fait entre les mains, de l'entrepreneur, le nouvel outil finalement, qu'il va pouvoir s'approprier pour commencer à grandir, structurer et cetera et ensuite recruter peut-être plus tard, une OBM. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision? Absolument. Peut-être qu'une autre différence entre assistante et OBM, c'est que les assistantes, j'ai l'impression, Marion, sont des spécialistes des outils. Donc, elles sont spécialisées sur ActiveCampaign, LearnyBox, Kartra, enfin, je vais pas tous les citer, WordPress, certaines, et les OBM ne sont pas des spécialistes, ne doivent pas obligatoirement être des spécialistes des outils. Donc, effectivement, certaines ont des connaissances sur certains outils parce que elles ont eu envie de se former ou elles ont eu l'occasion de travailler sur ces outils-là. Mais en revanche, on n'est pas des spécialistes de l'outil, c'est-à-dire qu'on est plutôt des spécialistes de l'organisation. On va conseiller la mise en place d'un type d'outil, mais on va pas être dans l'utilisation très détaillée de cet outil-là. Je suis d'accord avec toi et ça rejoint le côté opérationnel puisqu'en fait, on va être amené, nous, à mettre en place ce que vous avez pensé dans ces outils-là. Donc, c'est pour ça que effectivement, on a cette polyvalence au niveau des outils où on doit savoir les gérer ou pas forcément parce que les entrepreneurs ont quand même la connaissance qu'on peut pas connaître tous les outils parce qu'il en existe de nombreux et du coup, on peut s'auto-former aussi sur certains outils. Mais c'est vrai, on a des compétences et des connaissances assez larges sur les outils puisqu'on est amené à en utiliser plein pour les différents clients avec lesquels on travaille. Trop bien. Merci beaucoup, les filles. Et là, je pense qu'on a un bel aperçu, de la différence, déjà entre les 2 profils, des missions de chacun. J'avais encore des tas de sujets à aborder avec vous, mais je vois l'heure passer. Je vais quand même vous questionner sur un dernier sujet qui me paraît, absolument essentiel et je vous reproposerai certainement, de revenir pour une prochaine saison aborder les autres thématiques. Oui, oui, avec plaisir. Mais écoutez, on revoit ça en off. C'était la question tarifaire. Je me dis qu'on peut pas en fait quitter cette conversation sans en parler un minimum parce que on a un peu tous les tenants et aboutissants là entre tous les profils et si on parle pas de tarifs, on reste encore un peu dans le flou. Marion, est-ce que tu veux commencer? Je sais que c'est ton cheval de bataille en tant que formatrice d'assistante. Je te laisse nous en parler un petit peu. Alors moi, le tarif, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. On va faire le distinguo entre les tarifs que l'assistante va proposer et les tarifs dans la vision de l'entrepreneur, en fait, qu'il est prêt à payer. Les constats, malheureusement, que je fais à l'heure actuelle, c'est qu'il y a trop d'assistantes qui se lancent et qui n'ont aucune base entrepreneuriale et qui n'ont aucune idée du tarif à pratiquer, ni de comment on détermine son tarif. Et donc, on va avoir des assistantes qui vont pratiquer des taux horaires qui sont très, très bas, 20, 25 euros de l'heure. Et quand on leur demande combien de clients il faut que tu aies, est-ce que tu arrives à gagner ta vie, ils sont incapables de faire le calcul parce qu'elles ne connaissent pas ce mode de calcul-là. Du coup, il y a, quand vous vous lancez dans l'assistanat, il y a cette posture d'entrepreneur à avoir et ces connaissances à avoir de se dire... moi, je fixe mon tarif parce que je dois penser à telle et telle et telle et telle métrique et aussi parce que j'ai envie de gagner ma vie concrètement. Oui, oui. Il y a ça, pas les copier du coup le tarif de l'assistante d'à côté parce que voilà, ça a pas de sens. Et il y a aussi le côté mindset de
si je propose des tarifs trop hauts, je ne vais pas trouver de clients. Donc ça, c'est encore différent. C'est une autre problématique différente, mais c'est pas parce que ça va dépendre de votre client idéal, ça dépend de plein de choses. Vous restez une assistante, vous n'êtes pas une OBM, donc vous pouvez pas aller toucher les tarifs de l'OBM non plus. Et il y a aussi la concurrence, si je puis dire, des assistantes qui ne sont pas françaises, qui sont par exemple à Madagascar. On ne peut pas comparer leurs tarifs horaires avec les nôtres. Je parle bien en tarifs horaires, pas de connaissances ou de compétences. Oui, bien sûr. Mais en termes de tarifs horaires, on peut pas aller les copier, c'est pas possible. L'URSSAF chez nous est bien présent, par exemple. Mais voilà, il y a vraiment ce côté-là sur l'assistanat de manque de compétences et de connaissances, de pas savoir fixer son tarif, et le côté mindset de pas oser par peur de ne pas trouver des clients. Et du côté entrepreneur, il va y avoir cet aspect de mon assistante est là pour ranger les papiers, me servir le café, donc il est hors de question que je la paye plus de 15 € de l'heure. Quoique sur les entrepreneurs en ligne, c'est de moins en moins vrai, parce qu'ils sont eux-mêmes entrepreneurs et donc du coup, ils vont valoriser leur assistante et ont complètement conscience des tarifs d'une assistante. Et ça, c'est vraiment très, très agréable. Et il y aura toujours ces entrepreneurs qui vont aller chercher l'assistante, et celle qui aura pas sa posture d'entrepreneur, qui sera pas raccord avec ses tarifs, et qui va pas assumer ses tarifs, de vas-y, moi je veux négocier, ton tarif ne me va pas, et là est-ce que tu peux baisser, est-ce que ceci, est-ce que cela. Il y a encore de nombreux entrepreneurs comme ça, parce que les assistantes viennent m'en parler, mais votre posture entrepreneuriale, la façon dont vous communiquez avec votre client, plus vous serez à l'aise dans vos baskets, plus vous serez raccord, moins la personne osera venir vous demander une négociation de tarif. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, par exemple. Jamais on est venu me dire, Marion, 40 € de l'heure, c'est trop cher, est-ce que tu peux me faire un tarif à 20 € de l'heure? Oui, baisser de moitié, ça fait beaucoup. Mais du coup, ce que j'entends, c'est la double. Chacun, en fait, de son côté, on en revient à ça, finalement, doit avoir conscience, finalement, de la situation qui se joue, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont deux entrepreneurs avec deux compétences qui négocient, en fait, un contrat de collaboration, quoi, tout simplement. Tout à fait. Et on revient aussi au côté éducationnel dont on parlait tout à l'heure sur ce que fait une assistante virtuelle. Il y a des entrepreneurs qui se lancent et qui ne savent pas combien ça coûte une assistante, et qui sont ouverts à la discussion et qui vont tout simplement dire, bon, ben voilà, je cherche une assistante, je sais pas combien ça coûte. Voilà, moi j'avais par exemple 20 € de l'heure en tête. Si vous expliquez à l'entrepreneur le pourquoi, du comment, du tarif, etc., il y a des entrepreneurs qui vont dire, ah oui, effectivement, je l'avais pas pensé comme ça, donc je vais revoir mon budget, et peut-être que je vais pas te demander de travailler 20 heures pour moi à 20 € de l'heure, à 20 € de l'heure, mais peut-être que je vais te demander de travailler 10 heures à 40 € de l'heure. Il y a quand même de l'éducation à faire auprès de certains entrepreneurs qui ne connaissent pas trop, qui ne savent pas trop. Et donc, on en est plutôt sur des débutants, je dirais, des entrepreneurs très débutants qui n'ont pas cette connaissance-là. Okay. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, malheureusement. Certes. Du coup, j'ai envie de te poser la question, c'est quoi le tarif moyen de l'assistante ? Pour moi, pas en dessous de 35 € de l'heure. 35 € de l'heure, c'est mon tarif minimum pour les assistantes. Après, ça dépend de leurs compétences, de la valeur la valeur ajoutée qu'elles apportent aux entrepreneurs, du type de mission qu'elles proposent, de la transformation qu'elles promettent, voilà. Mais en dessous de 35 € de l'heure. Oui, on vit pas. Non, mais je valide. Je valide. Je dirais même au-delà. Enfin, après, comme tu dis, c'est aussi une question de compétences, etc., et d'expertise. Faut y venir aussi. C'est pas donné tout cuit. Mais en tant que freelance, je veux dire, d'une manière générale, d'accord, toute profession confondue, il y en a qui vendent au forfait, d'autres à l'heure. Ça dépend de la profession, etc. Mais même si on prend un graphiste, un créateur de site web, peu importe, si tu fais le calcul, à moins de 50 € de l'heure hors taxe, tu vis difficilement. Donc, c'est OK, en fait, de commencer à 35 parce qu'il faut bien commencer quelque part, il faut bien faire ses armes, etc. Et je suis certaine que toutes les trois, on n'a pas commencé à 50 € de l'heure. En tout cas, moi, c'est pas mon cas. Voilà. Mais oui, voilà, c'est vrai que pour vivre confortablement de son activité, 50 € hors taxe, pour moi, c'est un minimum, ouais. Amélie, pardon, vas-y, Marion.
Ah non, j'ai dit je suis d'accord. Vas-y Amélie, pardon. Amélie, du coup, je veux bien Alors, ton je avis, vais ouais. t'écouter parce qu'en même temps, je suis aussi obligée de me poser dans mon rôle d'OBM dans la posture de recruteur. Oui, complètement. Parce que pour mes clients, je recrute des assistants virtuels, je recrute d'autres freelances. Et tu as raison, Marion, c'est-à-dire que quand je fais passer des recrutements pour le compte de mon client, je sais la personne en face de moi, si je vais avoir envie de lui demander de négocier et de baisser sa demande de rémunération ou pas. Il y a certaines filles en face de moi, quand elles viennent, qu'elles se présentent, qu'elles expliquent ce qu'elles font, qu'elles expliquent leurs valeurs, qui me disent, moi, c'est 35 € de l'heure et que moi, je sais que dans le budget que j'avais, j'étais plutôt sur du 30 € de l'heure. À aucun cas, je vais aller négocier leur prix. Je vais certainement peut-être revoir le contour de leur mission parce qu'effectivement, je sais que la valeur ajoutée va être plus importante et peut-être que je vais pouvoir déléguer ce qui est ce qui est moins apporteur de valeur à quelqu'un d'autre dans l'équipe. Mais et puis il y en a d'autres qui se présentent effectivement, qui sont à s'excuser presque d'être ici et qui sont prêtes à te dire ben moi je fais 30 mais si tu veux je fais 25 et là tu sais que tu peux même leur demander 20, elles diront ok tu vois donc c'est vraiment une posture et puis après effectivement c'est aussi un état d'esprit on n'est pas non plus là pour demander des gens au rabais parce que on sait que l'investissement sera peut-être pas le même, que la longévité du contrat sera pas la même non plus, etc. Mais et c'est aussi pour ça que souvent dans notre poste de manager, on aide beaucoup notre client à avoir les bons profils aux bons tarifs dans l'équipe. C'est-à-dire qu'un entrepreneur qui va être en frontal avec tous les différents freelances, il va certainement préférer avoir une seule assistante polyvalente à un tarif négocié et qui va faire toutes les missions pour ce même tarif-là parce que c'est plus simple pour lui d'avoir une seule personne en frontal et à partir du moment où il y a un manager dans l'équipe, c'est plus facile d'organiser l'activité par pôle. Donc il y a toujours, moi j'aime bien organiser le pôle qui est le front et celui qui est le back. Et qui est deux profils d'assistants. Donc, une assistante qui soit très marketing et une assistante qui soit très opération et support client. Et pareil, c'est plus facile à partir du moment où on a un manager d'aller ensuite faire appel à des spécialistes sur des temps beaucoup plus réduits. Et ça permet d'équilibrer le budget et de rémunérer chacun à sa juste valeur et donc de rémunérer aussi l'assistante à sa juste valeur en fonction de ce qu'elle va pouvoir produire. Je suis complètement d'accord. Donc ça, c'était ma mauvaise casquette de recruteur. Non, mais c'est hyper intéressant, pardon. Excuse-moi, Marion. Je voulais juste dire, c'est hyper intéressant. Du coup, je suis très contente d'avoir la vision des deux. C'est juste absolument parfait. Et j'avoue que je suis méchante des fois en entretien, mais je dois l'être. Je suis désolée. Mais quelquefois, je suis fan et j'ai envie de dire aux filles, mais non, c'est justifié. Et jamais j'irai te demander de réduire. Et je retourne voir mon client en lui disant, c'est elle qu'il te faut. Mais non, je refuse de négocier son tarif. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est revoir ses missions et ce qu'on va lui confier. Et après, on peut voir comment on fait évoluer son contrat une fois que le client est complètement convaincu. Trop bien. Et ça, c'est parce voilà, que l'assistante en amont, elle aura travaillé son offre, elle aura su entre guillemets se vendre parce que elle sera prête à faire cet appel avec toi et tout simplement cet échange où toi tu es dans la posture de BM de voilà, moi mon client il a besoin de ça, toi tu es assistante en tant qu'entrepreneur, tu as besoin de ça et trouver un juste milieu et savoir s'il est possible de trouver une solution, mais en aucun cas tu vas aller faire une proposition indécente, tu vois, à l'assistante. Et malheureusement, il y en a trop qui ne tentent rien à rien, j'ai envie de te dire. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, la posture. Si tu sens que l'assistante, elle te dit 35 et qu'elle peut descendre à 20, ben oui, ben pourquoi ne pas en profiter en fait? Oui, il y en a certains qui... Oui, complètement. Dans la complètement. formation. Et ça m'arrive souvent d'avoir une fiche de poste et d'être partagée entre deux profils. Et effectivement, il nous faut de la structure, il faut avoir réfléchi son recrutement, mais ça peut être aussi adaptable et en fonction des personnes qu'on reçoit,
ça se peut quelquefois qu'on split la mission entre 2 profils et les 2 profils seront pas non plus rémunérés de la même manière. Ça arrive. Et c'est Complètement. et c'est OK. Moi, ce que je fais au fil de la formation aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les tarifs, c'est qu'en fait, je leur fais d'abord travailler leur tarif minimum. Donc, dès le début, elles ont conscience de si elles vont en dessous de ça, elles ne gagneront pas leur vie. Donc, quand elles arrivent en appel et qu'on leur dit est-ce que tu peux baisser tes tarifs, elles savent jusqu'à où elles peuvent descendre. Si la mission vraiment, voilà, il y a des fois elles me disent Marion, je suis prête à descendre mes tarifs, la mission est super intéressante, le profil est super intéressant, j'ai un bon feeling avec l'entrepreneur, je suis d'accord de baisser mes tarifs parce que ça va aussi dans ce sens-là de se dire ça va être hyper valorisant pour moi, donc je suis d'accord de baisser mes tarifs. Par contre, mon seuil minimum c'est ça parce que je sais que si je vais en dessous, je travaille pour rien en fait. Et donc mentalement, ça leur permet de se dire OK, la négociation, je peux aller jusque là, en dessous c'est mort. Complètement. Amélie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur les tarifs d'un OBM? Parce qu'on l'évoque depuis tout à l'heure, on dit c'est pas le même prix. Mais c'est quoi pas le même prix? Alors, c'est pas le même prix, mais par contre, c'est le même combat. Exact. C'est-à-dire que nous aussi, il faut qu'on justifie notre valeur. Donc, effectivement, on va aller dans des avantages en gestion de temps, en efficacité, en réduction du stress pour notre client. Mais on est quand même un centre de coût, on a un centre de coût non négligeable et en plus de ça, notre retour sur investissement est très difficilement quantifiable et très difficilement mesurable, en tous les cas sur un temps très court. Donc, par exemple, quand on va recruter une assistante, on va lui donner des objectifs à 30 jours, 60 jours, 90 jours et on va très vite pouvoir identifier si le retour investissement est intéressant et si elle fait ses indicateurs de performance. Comme elle est dans la production, mon client va savoir que effectivement, quand il va dépenser 40 € pour payer son assistante, elle va traiter 50 emails, faire 20 visuels sur Canva ou je sais pas trop exactement ce qu'on va lui donner, mais ou 10 publications sur Instagram. Mais en tous les cas, c'est quantifiable, c'est mesurable et il sait il y a de l'argent d'un côté et il y a un résultat de l'autre côté. Quand on est sur un profil d'OBM, c'est plus compliqué. Parce que comment on fait pour justifier le temps qu'on passe? Comment on fait pour expliquer à notre client que le projet qu'il a imaginé et qui pour lui était est-ce que tu peux organiser ça, qui était une seule question. Nous, quand on lui dit oui, je peux organiser ça, mais réponds à telle question sans question pour avoir les fondations du projet, il se rend pas compte du détail et du suivi que ça demande et de la réflexion et du temps de réflexion et du temps de préparation. Donc, c'est super compliqué de justifier notre valeur. Donc, nos clients s'en rendent quand même compte au bout d'un moment. Notre retour sur investissement est quand même plus long que pour une assistante. Quelquefois, on arrive à montrer de manière financière notre retour investissement, non pas sur l'augmentation du chiffre d'affaires, parce que c'est quand même compliqué de nous l'attribuer, mais sur l'amélioration de la marge. Parce que effectivement, quand on est là dans la structuration du business, on a quelquefois des indicateurs là, et encore, c'est pas évident. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement il y a un vrai travail d'éducation, d'explication, de mise en avant de son offre, de sa valeur, etc. On est rarement sur de la facturation à l'heure. Donc souvent nos clients ils ont besoin ils ont ce réflexe là et ce référent là de facturation à l'heure et du coup c'est compliqué pour eux. On est sur du forfait, sur des livrables qu'ils vont avoir pour tel forfait qu'ils vont payer et donc c'est compliqué pour eux. Par contre, nous, effectivement, on facture souvent au forfait, mais on a quand même besoin d'avoir un référent, nous aussi, à l'heure pour organiser nos blocs de temps. Et donc, on est sur il y a des OBM qui commencent à 50 €, c'est-à-dire le prix d'une assistante expérimentée. Et là, on est vraiment très bas, mais ça encore, c'est une question d'éducation du marché et surtout d'éducation du marché francophone. On n'est pas du tout sur ces mêmes tarifs-là dans les pays anglo-saxons, on est bien d'accord. On est sur des OBM rockstar qui facturent, même les assistantes virtuelles aux États-Unis facturent beaucoup plus cher qu'en France, mais on va être plutôt sur une tarification de l'ordre du 70-100 € de l'heure. Et encore une fois, donc du 100 € de l'heure, il faut vraiment tomber sur le
en ce moment, aujourd'hui, dans la structuration et la coloration du business en ligne, il faut tomber sur un entrepreneur qui a vraiment conscience de la valeur qu'on peut lui apporter. Et ce n'est pas rare d'avoir des clients qui nous rémunèrent, nous, plus en tant qu'OBM, que eux, ils se rémunèrent. Il faut le savoir aussi. Et certains clients sont prêts à le faire. Moi, je conseille toujours aux clients de ne pas faire ça. Qu'il y a un moment, il faut aussi savoir si c'est juste un stade de leur business ou pendant un an, ils vont accepter de rémunérer quelqu'un à un poste de manager plus que eux, ils vont pouvoir se sortir comme rémunération. Mais sur le long terme, je pense que ça peut créer un dysfonctionnement dans le top de l'entreprise en tous les cas. Complètement, hyper intéressant. Je pense que tu n'as pas fini ta phrase et que tous les auditeurs vont être absolument frustrés. Combien sont payés les OBM rockstars aux États-Unis? Alors, on est clairement plus sur du... déjà, les assistantes virtuelles expérimentées, elles sont rémunérées 50-75 $. Bon, c'est à peu près la même chose en ce moment. Le taux de change dollar-euro, c'est à peu près la même chose. Donc, ça fait 75 €. Et puis, moi, je suis dans un mastermind de directrice des opérations aux États-Unis. Donc, c'est DOO, directrice des opérations. C'est pas tout à fait le même métier qu'OBM, mais en tous les cas, ça s'en rapproche, sauf qu'il y a une notion de stratégie en plus dans le métier de directeur des opérations. Et les filles, à chaque fois, je me dis, mais moi aussi, je vais facturer ça un jour. Elles sont sur du 150, 200, 250 $, de l'heure. Et j'ai vu passer des offres qui fonctionnent à 400 $, de l'heure. Ok, hyper intéressant d'avoir le référentiel. Mais on n'est pas du tout sur la même échelle en France. J'espère qu'un jour, on sera sur cette échelle-là. Peut-être, mais en tous les cas, on n'est pas encore sur cette même échelle. Moi, je ne travaille pas, mes clients cibles sont pas des clients qui ont des chiffres d'affaires à 7 chiffres. Donc, je pourrais pas vous dire si ces clients-là arrivent à rémunérer un business manager plus, mais même pas sûr. On connaît des entrepreneurs à 7 chiffres qui ont quand même des assistantes virtuelles à Madagascar. Ou des assistants virtuels en France qui veulent pas rémunérer plus que 30 € de l'heure. Donc, le chiffre d'affaires est pas toujours très révélateur, en tous les cas, des investissements potentiels et réels dans la délégation. Exactement, ce qui pourrait ouvrir un nouveau sujet que je n'ouvrirai pas. Que moi non plus, je n'ouvrirai pas, mais j'acquiesce. Oui, mais ça donne en effet, même si on peut avoir ce débat de malheureusement tous les entrepreneurs n'ont pas cette vision de j'ai entre guillemets un gros chiffre d'affaires et surtout un bénéfice intéressant et donc je vais pouvoir aller rémunérer mieux mes équipes, mais c'est vraiment notre débat. Mais en effet, on peut entre guillemets corréler le niveau de rémunération que tu peux donner en fait à tes collaborateurs. Et comment, en fait, toi, en tant qu'assistant et OBM, combien tu peux, entre guillemets, demander face à un entrepreneur par rapport à son niveau d'entrepreneuriat je ne sais pas si je n'arrive pas à formuler ma phrase, mais je pense que vous m'avez comprise. C'est-à-dire que en tant qu'assistant et OBM, on va aussi pouvoir avoir une posture différente et proposer des tarifs plus élevés sans forcément aller jusqu'au tarif US, mais en fonction du niveau de business de l'entrepreneur qu'on a en face de nous. Voilà. J'y suis arrivée. Les filles, un immense merci pour cet échange. Vraiment, je suis absolument ravie de l'avoir eu parce que je le trouve riche. On a vraiment des visions complémentaires, donc c'est vraiment chouette. Et je pense que c'est vraiment un épisode qui va venir nourrir les assistants, les OBM, les entrepreneurs, toutes ces personnes qui gravitent dans cette thématique de la professionnalisation de notre industrie. Donc c'est vraiment trop, trop bien. Est-ce que vous avez un mot de la fin, quelque chose que vous avez envie d'ajouter? Du coup, je me lance. Je trouve que il y a de la place pour tout le monde et pour les assistantes et pour les OBM. Je parle d'assistante entre assistantes et d'OBM en tant qu'OBM.
et que c'est important de faire le point sur ses compétences, ses connaissances, de savoir où est-ce qu'on a envie d'aller et où est-ce qu'on se situe. Est-ce qu'on est une assistante? Est-ce qu'on est une OBM? Est-ce qu'on est une assistante qui propose des missions d'OBM et on va se former pour vraiment proposer une prestat d'OBM et des tarifs d'OBM. Donc bien être au clair sur ça et en tant qu'assistante et en tant qu'OBM, participer à l'éducation des entrepreneurs pour faire comprendre ces différents métiers-là. Soyez transparente avec les entrepreneurs. Ne cherchez pas à vous vendre à tout prix alors que vous n'êtes pas le profil qui correspond. Si c'est un profil d'OBM, dire que c'est un profil d'OBM et vice-versa. Et c'est comme ça que vous allez éduquer les entrepreneurs et qu'on va arriver à chacun bien délimiter qui fait quoi pour une meilleure clarté dans l'entrepreneuriat. Trop bien, merci Marion. Amélie, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Je suis complètement d'accord avec tout ça. Et aussi, vraiment, ce que j'ai envie de dire, c'est que tout le monde ne peut pas être assistante et tout le monde ne peut pas être OBM. J'en suis la preuve, moi, je pourrais pas être assistante. Et il y a des assistantes. Je travaille dans une équipe avec une assistante extrêmement proactive, qui est très douée en structuration, en organisation, en automatisation, et aussi en gestion de projet. Et donc, je lui ai demandé si elle n'était pas tentée de devenir OBM. Et en fait, elle se sent parfaitement bien dans sa position d'assistante. Elle est tellement aimée et appréciée de ses clients qu'elle arrive à facturer un tarif qui est complètement parfait pour elle, même si elle n'est pas sur du 70 ou du 100 euros de l'heure, elle pourrait s'en approcher et ça lui va très bien en fait parce que elle a pas envie d'être dans du management, dans du relationnel, dans de la gestion de personnes. Donc chacun est parfaitement à sa place et il y a de la place pour tout le monde. Et je pense qu'effectivement, on en a déjà parlé ensemble, Sonia, mais il y a une sororité qui est en train de se créer entre les différents OBM sur le marché francophone en tous les cas, où on se rend compte que on a toute notre tonalité, on a toute notre personnalité et on est là pour s'entraider et ça, c'est tellement riche en fait. Donc, j'espère qu'il y a cette sororité aussi parmi les assistantes, mais c'est très précieux parmi les OBM. Tout à fait. On a exactement la même chose sur du côté des assistantes. Sororité, entraide, tu sais pas faire quelque chose, je vais te le demander, se soutenir et elles s'aident, elles s'élèvent. Donc, ouais, carrément, on a pareil. Trop bien. Encore une fois, un immense merci. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Salut. Merci Sonia. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.